Dans cette nouvelle vidéo, on fera un récapitulatif sur les lois de Newton. Premièrement, naturellement, nous allons aborder la première loi de Newton sur le mouvement, encore appelé principe d'inertie. Le principe d'inertie est formulé comme suit. Si on a la somme vectorielle des forces extérieures, je rappelle que c'est une somme vectorielle, égale au vecteur nul, cela est équivalent au fait que le vecteur vitesse soit un vecteur constant. Je m'explique. On a la somme vectorielle, bien sûr, ça doit être une somme vectorielle, de toutes les forces extérieures. Je rappelle que ça doit être toutes les forces extérieures appliquées à mon solide. Si la somme vectorielle si, la somme vectorielle des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors cela est équivalent, je préfère dire équivalent, cela est équivalent à dire que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Étant un vecteur constant, cela signifie que le vecteur vitesse ou alors la vitesse va garder son intensité, c'est-à-dire on a déjà l'aspect uniforme, et que le vecteur vitesse va garder son orientation, on a l'aspect translation. Donc dire que le vecteur vitesse est un vecteur constant revient encore à dire que quoi? Que soit le vecteur est nul ou encore le vecteur a une valeur unique, c'est-à-dire conserve sa valeur et conserve son orientation, cela nous ramènerait à un mouvement rectiligne uniforme. Donc très vite, il faut faire un récapitulatif concernant cette première loi. Si la somme vectorielle des forces extérieures appliquée à un solide égale au vecteur nul, cela signifie que soit le solide est immobile, ce qui correspond au fait que la valeur donne 0, ou encore animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Parce que le mouvement doit être rectiligne pour que l'orientation soit constante et uniforme pour dire que la valeur est constante. Donc là, on se rend compte que la première loi de Newton, encore le principe d'inertie, s'intéresse d'abord dans un cas si le solide est immobile ou encore si le solide doit être en mouvement rectiligne uniforme. Ainsi, toujours dans l'aspect statique, parce que là, on se rend compte que la première loi a un pas dans la statique et un pas dans le mouvement. On peut considérer qu'il est statique, on peut considérer qu'il est en mouvement. Maintenant, si on considère qu'il est statique, on a un autre théorème, cette fois qui concerne la rotation de manière générale. On pourra encore ajouter à cela somme des moments des forces extérieures. Bien sûr, le moment étant un vecteur, somme vectorielle des moments des forces extérieures égale au vecteur nul. Ceci marche toujours. Mais dans ce cas particulier, on ne peut appliquer ça si et seulement si mon solide est statique. Par contre, somme vectorielle des forces extérieures égale au vecteur nul, ça peut être statique ou encore ça doit être en mouvement rectiligne uniforme. Et là, on se rend compte que ce soit cette loi ou cette loi de manière générale, le mobile est statique, le mobile ne bouge pas. Rappelons que nous sommes sur les lois de Newton sur le mouvement. Voyons un peu l'évolution. Au départ, on considère qu'il n'y a pas de mouvement et on voit ce que ça signifie. Et certainement, dans la deuxième loi, on va s'intéresser au mouvement. Donc, premièrement, nous sommes dans la statique et que ce soit la somme des forces extérieures au vecteur nul ou la somme des moments des forces extérieures égale au vecteur nul, il s'agit du principe fondamental de la statique, encore appelé PFS. Donc, finalement, un petit récapitulatif, on pourra dire le principe fondamental de la statique. On a premièrement somme des forces extérieures, somme vectorielle bien sûr, égale au vecteur nul. D'une part, on peut encore avoir somme des moments des forces extérieures égale au vecteur nul. Deuxièmement. Et je rappelle que ceci n'est appliqué que si le mobile est statique, ne bouge pas, immobile. Par contre, ceci, on peut concevoir qu'il est en mouvement, mais ça doit être absolument rectiligne uniforme. Et bien sûr, étant les lois de Newton sur le mouvement, tout ceci n'est vrai que dans un référentiel galiléen. Vous devriez le savoir. Sans plus tarder, on va passer à la deuxième loi de Newton. Là, on va sortir de l'aspect statique. La deuxième loi de Newton sur le mouvement. On va aller progressivement. Le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Encore abrégé TCI. Qui dit cette fois, on s'intéresse toujours aux forces extérieures parce que rappelons que ce sont les lois de Newton sur le mouvement et qu'est-ce qui crée le mouvement, c'est la force. Donc que ce soit la première loi de Newton, la deuxième loi de Newton ou la troisième loi de Newton qu'on verra, on s'intéressera aux forces extérieures. Donc toujours la somme vectorielle, toujours la somme vectorielle des forces extérieures égale à
MA. Cette fois, le mobile n'est pas nécessairement immobile, le solide n'est pas nécessairement animé d'un mouvement rectiligne uniforme, mais il faudrait que l'on soit toujours dans un référentiel galiléen. C'est ce que la deuxième loi a en commun avec la première loi. Mais dans ce cas, le mouvement peut être circulaire, curviligne, même pas nécessairement uniforme. Donc ça, c'est un cas un peu général. Somme des forces extérieures égale à MEA. Je rappelle que M est la masse et A est l'accélération qui désigne la variation du vecteur vitesse. Donc on se rend compte que la deuxième loi est un peu une généralisation de la première loi. Et je rappelle que ceci, c'est la formulation en translation. Ça trouve aussi son équivalence en rotation. On a somme des moments des forces extérieures égale à J delta, theta, point, point. Je rappelle que dans cette formule, on a bien somme des moments, comme dans ce cas, mais ce n'est plus égal au vecteur nul, mais cette fois c'est égal à J delta, theta, point, point. J delta désigne le moment d'inertie. En fonction naturellement de la géométrie, on pourra trouver l'équivalence. Et theta, point, point désigne une accélération, mais cette fois l'accélération angulaire. Parce que lorsque c'est un mouvement de translation, tout ce qui sera repéré sera linéaire. Vitesse linéaire, accélération linéaire. Mais lorsque le mouvement est une rotation, on ne parlera plus de linéaire, mais on parlera d'angulaire. Vitesse angulaire, accélération angulaire. Et très vite, on se rend compte qu'il y a une relation entre l'accélération angulaire, qui n'est pas l'accélération linéaire, mais qui est égale à l'accélération linéaire divisée par le rayon, parce qu'on considère que c'est un mouvement circulaire. Et rappelons toujours, là, nous ne sommes plus seulement dans l'hypothèse que le solide est statique. Là, on peut concevoir que le solide soit en mouvement, même pas nécessairement un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on se rend compte qu'on n'est plus dans l'aspect statique, mais cette fois, on est dans l'aspect dynamique. On peut permettre que le solide ait un mouvement et un quelconque mouvement, mais attention, un référentiel galiléen. Donc, on se rend compte que ce que Newton dit à sa deuxième loi, si ça doit être un principe fondamental, ce n'est plus le principe fondamental de la statique. C'est un principe fondamental qui n'est plus de la statique, mais de la dynamique. On définit donc ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, ou alors, si vous voulez, la relation fondamentale de la dynamique, qu'on peut encore appeler RFD. Et je tiens à préciser que la relation fondamentale de la dynamique, la vérité est qu'on devait même dire les relations fondamentales de la dynamique. Pourquoi? Parce que lorsque le solide est déjà en mouvement, lorsqu'on considère la dynamique, il y a tellement de lois qui sont énumérées. Par contre, un exemple, somme des forces est égale à MA, c'est dans l'aspect dynamique, donc c'est une loi dans les relations fondamentales de la dynamique. Ceci également, c'est dans les relations fondamentales de la dynamique. Et toujours dans la dynamique, on n'a même pas que ça. On peut compléter notre liste. On a également le théorème de la quantité de mouvement qui dit ceci. On a pour le théorème de la quantité de mouvement, on a somme des forces extérieures cette fois, somme des forces extérieures égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Ceci marche toujours. Ça, c'est toujours une loi qui entre dans la dynamique parce que ceci est appliqué. On peut concevoir que le solide soit en mouvement. C'est donc pour ça que c'est attribué aux principes fondamentaux de la dynamique. Somme des forces extérieures égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et on peut constater pour une masse constante, je préfère le dire, nous sommes en mécanique classique, pour une masse constante, puisque la quantité de mouvement à son tour, très vite, on peut trouver le lien, c'est mv. Et on se rend compte qu'on va dériver le vecteur vitesse qui correspond à l'accélération, ce qui nous mènerait encore à somme des forces extérieures égale à MA. Donc que ce soit cette loi, ça marche lorsqu'on peut concevoir que le solide soit en mouvement, donc c'est entre dans les relations fondamentales de la dynamique. Il n'y a même pas que ces relations. On peut encore voir le théorème du moment cinétique, qui dit ceci, que somme des moments des forces extérieures nous donne la dérivée par rapport au temps du moment cinétique. Rappelons que le moment cinétique à son tour, c'est OM vectoriel quantité de mouvement qui est égale à MV. Et on se rendrait compte par un développement P qui est égal à MV si on dérive que ceci nous mènerait encore à ceci, somme des moments des forces extérieures égale à J delta theta point point, ou somme des forces extérieures égale à MA. Finalement, on se rend compte que
dans les relations fondamentales de la dynamique, Newton a dit quelque chose, mais on se rend compte qu'il n'y a pas seulement les lois de Newton, mais il y a encore d'autres lois qu'on peut mettre dans les relations fondamentales de la dynamique. Donc la relation fondamentale de la dynamique, ou si vous voulez, les relations fondamentales de la dynamique sont des relations qui sont valides lorsque un solide est en mouvement, un mouvement quelconque. Parce que si on spécifie déjà le mouvement, ce n'est plus la dynamique dans son intégralité. Voilà en ce qui concerne la deuxième loi de Newton. Sans plus tarder, on va parler de la troisième loi de Newton, finalement, toujours sur le mouvement. Étant toujours sur le mouvement, s'intéresse naturellement toujours aux forces, mais là, c'est une toute autre formulation qui n'a rien à voir avec la première loi et encore moins avec la deuxième loi. Rappelons que toutes ces deux lois-ci ne marchent que dans un référentiel galiléen. La troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton. Le principe des actions réciproques. Principe des actions réciproques. Le principe des actions réciproques qui peut être représenté généralement par cette expression mathématique, f de a sur b égale à moins f de b sur a. Ceci signifie tout simplement que si un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors le corps B va exercer réciproquement en réponse, parce qu'on considère que ça c'est l'action et voici la réaction. Et voilà la relation entre l'action et la réaction. Cette relation nous montre que l'action et la réaction sont collinéaires, de sens contraire et de même intensité. C'est ce que Newton nous fait savoir à sa troisième loi autant pour moi, sur le mouvement bien sûr. S'il faut illustrer la situation, on aurait cette figure. Si un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors en réponse, la réaction B va exercer sur A une force F de B sur A, étant des vecteurs naturellement. On se rend compte que l'action et la réaction sont collinéaires, d'après cette relation, ça peut se voir, de sens contraire et d'intensité commune. Voilà ce qu'il en est sur la troisième loi de Newton. Finalement, voilà ce qu'il fallait savoir. Très vite, on va faire un récapitulatif. Que ce soit la première loi ou la deuxième loi, on doit absolument être dans un référentiel galiléen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la première loi de Newton, le principe d'inertie, dit quelque chose, mais en considérant que le solide est immobile, ne bouge pas, et voir ce qu'on peut dire. Maintenant, à sa deuxième loi, on essaie un peu d'évoluer. On peut concevoir que le solide est en mouvement et on donne ça sa conséquence. Et que ce soit immobile ou mobile, la conséquence peut se constater au niveau du comportement des forces extérieures. Car ce sont les forces extérieures qui créent le mouvement. Et je tiens encore à préciser, parce que ça fait beaucoup d'ambiguïté, en ce qui concerne la deuxième loi, puisque dans la deuxième loi, on peut concevoir que le mobile est en mouvement, c'est donc pour ça qu'on parle de dynamique. Mais cependant, on définit ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique ou la relation fondamentale de la dynamique, qui n'est point un théorème ou encore moins deux théorèmes, mais un ensemble de ces théorèmes qui marchent lorsque le solide est en mouvement, parmi lesquels on a le théorème du centre d'inertie, parmi lesquels on a le théorème du moment cinétique ou encore le théorème de la quantité de mouvement. Et tous ces théorèmes-ci peuvent se ramener en mécanique classique. C'est donc la raison pour laquelle on peut se confondre à dire que tel c'est tel, tel c'est tel, et ça reviendra au même. Mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas rigoureusement la même chose. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de faire un récapitulatif sur les lois de Newton sur le mouvement. N'oubliez pas de vous... Dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéresserons à appliquer les lois de Newton sur le mouvement que nous avons vues précédemment. Dans les vidéos précédentes, nous avons parcouru toutes les lois de Newton. Nous rappelons la première loi, principe d'inertie, la deuxième loi, théorème du centre d'inertie, et enfin la dernière loi, le principe des actions réciproques. Maintenant, on s'intéressera dans cette vidéo à appliquer ces lois. En quoi les lois de Newton vont nous aider? À quel problème ces lois répondent? Commençons par la première loi de Newton, le principe d'inertie. Très vite, la première loi, le principe d'inertie, qui dit ceci, dans un référentiel galiléen, je rappelle, dans un référentiel galiléen, c'est la somme vectorielle des forces extérieures égale au vecteur nul. Cela signifie que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Maintenant, ça veut dire que si dans un exercice, par exemple un exercice quelconque, on a effectivement, dans un référentiel galiléen bien sûr, on a effectivement un solide qui est immobile,
étant des référentiels galiléens, cela signifie que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc ça veut dire que si toutes les conditions étant réunies, étant en équilibre bien sûr, immobile, égale au vecteur nul. Bien sûr, étant immobile, comme je le disais tout à l'heure, on a somme vectorielle des forces extérieures égale au vecteur nul. Grâce à cette relation, on peut retrouver la valeur d'une force connaissant la valeur d'une autre force. Peut-être dans un exercice, on peut connaître la réaction connaissant le poids, on peut connaître les frottements connaissant le poids et la réaction. Donc, c'est-à-dire, le principe d'inertie particulièrement, pas nécessairement, mais le principe d'inertie généralement nous permet de déterminer l'intensité ou alors de caractériser dans son intégralité une force dans un système connaissant toutes les autres forces. Mais une condition doit être, il faudrait que l'on soit dans la mesure d'appliquer le principe d'inertie, c'est-à-dire immobile ou alors mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen. Voilà ce qu'il en est pour l'application de la première loi, juste déterminer une force extérieure, connaissant les autres. Maintenant, ce qui va attirer notre attention particulièrement dans cette vidéo, c'est la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, qui est une nouveauté pour vous les élèves de terminale. La deuxième loi de Newton, on a le TCI, le théorème du centre d'inertie, rappelons, qui formule somme des forces extérieures égale à MEA. Quelque chose de beau dans cette deuxième loi, c'est que le mobile n'est pas nécessairement immobile, il peut être animé d'un mouvement quelconque et la vitesse n'est pas nécessairement uniforme. Ça veut dire que là, on considère un mouvement. Et laissez-moi vous dire que la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, permet de caractériser un mouvement. Caractériser, c'est-à-dire, grâce au théorème du centre d'inertie, on peut connaître l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile. Parce que si on est là, ça veut dire qu'il y a un mouvement quelconque, on a une trajectoire qui n'est pas nécessairement rectiligne, nécessairement circulaire. Donc ça veut dire que l'une des applications, du moins de la deuxième loi de Newton, est de permettre de caractériser un mouvement dans son intégralité. Grâce à cette loi, et on verra, tu peux connaître l'équation de la trajectoire du mouvement. S'il part comme ça, s'il part comme ça, ou s'il part comme ça. Très vite, on se rend compte que quoi? Par exemple, pour l'équation cartésienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, je précise équation cartésienne parce qu'on considère un repère cartésien, ce n'est pas nécessairement cartésien, mais on va considérer un repère cartésien. L'équation cartésienne, c'est une équation entre les coordonnées cartésiennes du mobile. C'est-à-dire, on sait que de manière générale, le repère cartésien, à deux dimensions, on va s'intéresser dans le plan, c'est, disons, x, y. Ça veut dire que l'équation de la trajectoire sera toute équation entre y et x. Par exemple, y égale à 3x moins 6 est une équation cartésienne parce que ça relie les coordonnées cartésiennes du mobile. Y égale à racine carrée de x carré moins 4 est effectivement une équation cartésienne. Donc finalement, on se rend compte qu'une équation cartésienne, c'est une fonction. La fonction d'une coordonnée en fonction de l'autre. Peut-être y en fonction de x, peut-être x en fonction de y. Mais dans tous les cas, on se rend compte que quoi? Que ça doit être x en fonction de y. Comment donc faire pour arriver à une équation entre x et y? En utilisant, bien sûr, la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie. Malheureusement, cette deuxième loi, le théorème du centre d'inertie, qui est formulé somme des forces extérieures égale à MA, en translation si vous voulez, ne nous donne que l'expression du vecteur accélération. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir le vecteur accélération, si on tire là, qui serait somme des forces extérieures sur M. Ou alors, si vous voulez, toutes les forces extérieures se ramènent à une seule force extérieure, que je vais appeler grand F, qui n'est pas seulement une force, mais la résultante de toutes les forces extérieures, grand F sur M. On aura donc l'accélération qui serait égale à F sur M. Et dans cette relation, bien sûr, du TCI, on se rend compte que, connaissant les forces extérieures, parce que naturellement, on ne peut pas caractériser un mouvement si on ne connaît pas les forces extérieures. C'est la moindre des choses. Connaissant les forces extérieures, naturellement, la masse ne sera pas un problème pour nous. Connaissant les forces extérieures, on connaît l'accélération. Donc, autrement dit, connaissant les coordonnées des forces extérieures, on connaît les coordonnées de l'accélération. Donc, le théorème du centre d'inertie, la deuxième loi de Newton, heureusement, nous donne la valeur de l'accélération. Mais est-ce que c'est l'accélération qu'on veut finalement? Non, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire, où il n'y a pas d'accélération. Maintenant, cependant, la deuxième loi nous donne l'accélération, ce n'est pas rien. Comment donc quitter de l'accélération pour descendre à l'équation de la trajectoire recherchée?
Donc, on peut se rendre compte que ça ne nous donne pas directement ce qu'on veut, mais ça nous donne un élément qui va nous permettre de retrouver ce qu'on veut. Donc, à partir de là, grâce à la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, on connaît les coordonnées de l'accélération, puisqu'on connaît les coordonnées de la force, on divise juste par la masse. Maintenant, on se rend compte que quoi? On chute un peu, on connaît le vecteur accélération, waouh, on le connaît, c'est très bien. Maintenant, on peut chuter pour déterminer le vecteur vitesse. Rappelons que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Si j'ai l'accélération, pour avoir la vitesse, j'intègre. Donc ça veut dire que la vitesse sera l'intégration de l'accélération, bien sûr, par rapport au temps. Les intégrations qu'on va faire, ce sera par rapport au temps. Donc ça veut dire quoi? Regardez comment ça nous mène très loin. Le TCI nous donne le vecteur accélération. Le vecteur accélération, à son tour, puisqu'on connaît totalement grâce aux forces extérieures, nous donne le vecteur vitesse. Il nous suffira juste d'intégrer. Il nous suffira tout simplement d'intégrer. Et je rappelle que si le vecteur accélération a ses composantes AX, AY, ça veut dire que le vecteur V aura aussi ses composantes. Vx sera quoi? L'intégration de AX par rapport au temps. Et Vy sera l'intégration de AY par rapport au temps. On se rend compte que cette composante des accélérations est donnée par les composantes des forces extérieures. Donc pour que l'autre cas soit vraiment facile, pour que cette intégration soit vraiment facile, il faudrait que l'accélération soit constante. Et pour ça, il faudrait que les forces soient constantes. Ça ne veut pas dire que si les forces ne sont pas constantes, on ne pourra rien dire. Mais toujours est-il que pour quitter de l'accélération à la vitesse, il va falloir faire une intégration. Une intégration suivant chaque direction, suivant X et suivant Y. De toutes les façons, et ça correspondrait certainement à notre cas, l'accélération, on verra dans les prochaines vidéos, ça sera une constante pour nous faciliter les choses. Donc intégrer sera très facile, on pourra facilement trouver la vitesse, on verra dans les applications des champs uniformes. Là, on présente juste l'aspect général. Ça veut dire que grâce au TCI, l'accélération, on a la vitesse. Mais jusque là, ce n'est pas la vitesse qu'on veut et on va même que c'est déjà beau. Dans un mouvement, on connaît déjà sa vitesse, on peut caractériser sa vitesse. Donc, à partir de là, on aura les coordonnées du vecteur vitesse, connaissant les coordonnées de l'accélération avec une simple intégration. Heureusement pour nous, l'accélération sera une constante. Et à partir de là encore, la vitesse n'est pas la finalité. On peut encore retrouver la position. Parce que rappelons encore, on fait tout simplement une dernière intégration. De l'accélération à la vitesse, on intègre. De la vitesse à la position, on intègre une dernière fois. Et là, la position, ça sera x, puisque la position, c'est suivant. Nous sommes dans un repère cartésien. Suivant x, ça sera tout simplement l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. Et y sera tout simplement l'intégrale de la composante, bien sûr, suivant y de la vitesse par rapport au temps. Là, on se rend encore compte que la deuxième loi de Newton nous a donné l'accélération. Mais connaissant l'accélération, c'est fini. L'accélération enchaîne la vitesse par une intégration. La vitesse enchaîne la position par une intégration. Mais malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, dans tous ces enchaînements, il y a l'existence du temps. Parce que lorsqu'on intègre, on dit bien c'est une intégration dont le temps s'intègre dans la relation. Donc, que ce soit cette relation, ce sera des équations horaires parce que le temps aura intervenu. Donc, ça veut dire que toujours avec le théorème du centre d'inertie, tellement d'informations. On a l'équation horaire, c'est-à-dire à n'importe quel temps, tu peux connaître la valeur de la vitesse. À n'importe quel temps, tu peux connaître la position. Quoi de plus mieux? Maintenant, on peut encore aller jusqu'au bout, déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Maintenant, dans l'équation cartésienne de la trajectoire, il suffira ici de faire quelque chose. Se débarrasser du temps et trouver une relation entre x et y ou entre y et x. Mais j'ai déjà l'équation horaire de la position. Il me suffit de me débarrasser du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir ici, on tire le temps parce que certainement là, on met comme ça, mais on verra dans les prochaines vidéos à quoi ça correspond. Là, on aura une expression de x en fonction du temps. On peut tout simplement tirer le temps ici en fonction de x et venir remplacer là pour se débarrasser du temps. Là, on aura une relation entre y et x. Même si c'est une relation bizarre, fastidieuse, pourvu qu'on se soit débarrassé complètement du temps. Et l'équation obtenue sera l'équation de la trajectoire. Avec l'équation de la trajectoire, on peut avoir tellement d'autres informations. Donc voilà un peu en quoi la deuxième loi de Newton nous permet de caractériser un mouvement. Donc la deuxième loi de Newton n'est pas qu'une simple loi. C'est une loi qui nous met en relation directe avec l'accélération. Connaissant l'accélération, on chute au fur et à mesure à la vitesse. La vitesse, on chute à la position. Bien sûr, les équations horaires. Et on peut avoir l'équation de la trajectoire. Voilà en quoi la deuxième loi de Newton peut nous être bénéfique. Et je rappelle que ce n'est pas le même travail que la première loi de Newton fait. La première loi de Newton peut simplement se limiter à déterminer une force connaissant d'autres forces.
Par contre, la deuxième loi de Newton, puisque c'est un peu plus complexe, il y en a tout un mouvement à caractériser, il peut le faire, heureusement pour nous. Et bien évidemment, on a la troisième loi de Newton qui n'a pas nécessairement une suite comme la deuxième loi de Newton et la première loi de Newton. Et par la suite, bien sûr, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on verra les cas pratiques dans les champs uniformes, dans les champs de pesanteur, dans les champs gravitationnels, dans les champs électriques et dans les champs magnétiques, à quoi correspond l'accélération, à quoi correspond la vitesse, à quoi correspond la position et à quoi correspond l'équation de la trajectoire et toutes les informations supplémentaires qu'il faut avoir. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de voir l'importance, la portée des lois de Newton, à quel point les lois de Newton nous permettent de caractériser un mouvement, nous permettent d'avoir quelque chose, un inconnu à travers la première loi de Newton, comme on l'a vu.